Votre invité aujourd'hui dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Patrice Gautry. Bonjour. Bonjour. Chef économiste de l'Union bancaire privée, l'UBP. Bon, on est suspendus tous à ce qui se passe aux États-Unis, à Washington. Le président américain souffle le chaud et le froid quasiment tous les jours. C'était le feuilleton de ces derniers mois. C'est vraiment the big feuilleton de la semaine. On se dit quoi? Parce qu'on a eu des marchés qui ont été très agités, qui semblent se reprendre. Marché européen aujourd'hui, vendredi, et 1% de hausse sur le CAC 40 à la mi-journée. Les nouvelles surtaxes douanières sur 200 milliards de dollars sont entrées cette nuit en vigueur sur les produits qui sont importés depuis la Chine pour 200 milliards. Et puis aujourd'hui, ça remonte. C'est-à-dire que les investisseurs gardent quand même la tête froide en se disant, voilà, ça négocie, il va se passer des choses là et tout n'est pas fermé non plus. Parce que les Chinois n'ont pas quitté la table de négociation, ça négocie, le vice-président chinois est sur place. Voilà où on en est. Mais une fois qu'on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose. Non, le dossier est loin d'être conclu, mais c'est vrai que sur les marchés financiers, on voit que ce ne sont pas les scénarios du pire qui sont retenus. Et avec la présence de cette délégation chinoise aux États-Unis, on a l'impression qu'en définitive, on peut avoir encore l'espoir de dernière minute que ces tarifs soient annulés ou soient simplement retirés. Donc on ne s'emballe pas en se disant, voilà, parce que les Américains mettent 200 milliards, enfin 25% sur 200 milliards de produits chinois importés. La riposte chinoise, on le sent bien, elle va arriver ce week-end, sauf si c'est conclusif dès ce vendredi. Mais on se dit qu'on est dans la négociation technique, ce qui est important d'ailleurs ce week-end, mais que ça ne sera pas conclusif parce que Trump, il veut quoi? Il veut la photo avec Xi Jinping, c'est ça, non? Tout à fait. Je pense que c'est ça. Pour que l'accord soit signé, il faut que ce soit un accord de haut niveau. Et donc, il faudra un déplacement, une photo, une réunion, en quelque sorte, entre M. Trump et M. Xi pour officialiser cet accord. Donc, l'utilité peut-être de la démarche aujourd'hui de cette délégation et des pourparlers qu'il y a, c'est, je dirais, de nettoyer le terrain sous l'angle technique, puisqu'en fait, on voit qu'il y a des positions qui sont un petit peu différentes. Les Américains qui poussent effectivement toujours à ce qu'il y ait, je dirais, des négociations qui soient fortes et que cela rentre presque dans la loi chinoise, alors que les Chinois sont plutôt, je dirais, sur des accords simples et peut-être à différer un peu sur les différentes mesures de la façon de réaliser en fait ces accords. Donc on voit que peut-être aujourd'hui et ce week-end, on va passer justement ce volet technique et ouvrir la voie vers la semaine prochaine ou la fin du mois sur un accord qui soit officialisé. Aujourd'hui, ça coûte trop cher de toute façon la guerre commerciale, la guerre des tarifs. Mais pardon, ça c'est du point de vue de l'européen et du point de vue américain, on a une croissance malgré tout. On peut la retravailler un peu, mais on a 3% de croissance au premier trimestre. On l'a dit 10 fois, un taux de chômage qui est au plus bas, des salaires en hausse de 3%. Non, on n'a pas 3% de croissance au premier trimestre. On n'a pas 3% de croissance. 3,2. Après, il faut le retravailler, c'est ça. Oui, c'est ça. Il faut enlever quoi? Les stocks, c'est ça? Vous enlevez les stocks. Alors pourquoi les stocks ont monté? Les stocks ont monté parce qu'il y a des incertitudes. Les incertitudes proviennent justement du commerce extérieur. Donc, ne sachant pas à quelle sauce les entreprises vont être mangées, eh bien, en fait, elles ont stocké. Alors, elles ont stocké pour le commerce chinois, pour le Brexit, etc. Donc, grosso modo, vous avez enlevé 1 point à ces 3,2% de croissance. Donc, la vraie croissance américaine, c'est 1,4%. Comment on passe de 3,2 à 1,4? On enlève 1 de 3,2, ça fait 2,2. Comment il passe de 2 à 1,4? Mais en fait, si vous enlevez le commerce extérieur qui n'a pas fonctionné… Ah ouais, mais si on enlève tout ce qui va bien, après, on garde ce qui va mal. On n'enlève pas ce qui va bien, on enlève ce qui relève d'éléments exceptionnels. Et ces éléments exceptionnels, ce sont les stocks, et les stocks ne vont pas continuer à augmenter, sinon ce serait dramatique. Et le trimestre prochain, les stocks baisseront. Donc c'est pour ça que si on base simplement consommation et investissement, qui sont les deux bases en fait, de la croissance traditionnelle, eh bien, vous avez simplement 1,4% de croissance. Donc il n'est pas si fort que ça aujourd'hui, Donald Trump n'est pas si fort, n'est pas dans une situation aussi forte. Le marché de l'emploi, il est sur une tendance positive. Le marché de l'emploi… 260 000 créations d'emplois en avril. Oui. On a fait 200 000 créations de postes en moyenne sur 10 ans. Au bout de 10 ans de croissance, il faut encore 200 000 si vous regardez les enquêtes de confiance, eh bien, vous apercevez qu'il y a tout un tas de secteurs. Il y en a à peu près 8 qui sont les secteurs qui sont liés aux matières premières, les secteurs qui sont liés au transport, les secteurs qui sont liés à la machinerie et aux appareils. Et tous ces secteurs-là nous disent qu'en fait, ils ont un problème avec l'exportation. Ils ont un problème avec l'exportation à différents niveaux. D'abord parce que leurs carnets de commandes sont en train de se vider et parce qu'en fait, la régulation et les papiers qui sont nécessaires à passer les frontières leur prennent tellement de temps et sont tellement coûteux que maintenant, ça se fait au détriment de l'activité. Alors ça, ce n'est pas lié uniquement à la Chine, mais la Chine en fait partie. La frontière avec le Mexique en fait partie.
Et les aléas autour du Brexit en font partie. Donc au sein de l'économie américaine, eh bien, on voit que la thématique commerce mondial, et là on dépasse simplement en fait la Chine, commence à freiner l'activité de certains secteurs. Et si on continue comme ça, le risque c'est bien en fait de perdre cet avantage dont dispose effectivement M. Trump, c'est-à-dire qu'il y aura un effet plus négatif sur la croissance et un effet négatif sur l'emploi américain. Et là, effectivement, on va toucher quelque chose qui est tout à fait névralgique. Il est moins fort que ce qu'il ne croit, le président américain. Vous écoutez, il est fort regardons la Chine. Pardon, mais la Chine, le momentum économique en Chine n'est pas top non plus. 6,4% de progression. Oh, oui, alors tu peux enlever des stocks et du commerce mondial. On peut enlever beaucoup de choses aussi. Il va en rester quand même encore pas mal. Donc il y a une situation dans laquelle la Chine s'est stabilisée au cours du premier trimestre. Ouais. Les États-Unis ne se sont pas stabilisés en termes de demande domestique au premier trimestre. Donc c'est un coup de poker. C'est un coup de poker politique, mais qui peut se faire, s'il le perd, au détriment de l'économie. Donc il a besoin d'un accord, le président américain. Tout le monde a besoin d'un accord. Tout le monde, et les Européens surtout. Parce que, en fait, ils ne sont pas dans la négociation. Non, ils ne sont pas dans les négociations pour l'instant, mais il y a des chocs, des effets de choc, parce que, effectivement, on le voit bien, les exportations allemandes, elles sont aussi concernées par le commerce mondial. Et le prochain thème de M. Trump, ce sont les exportations et l'automobile européenne. Et là, s'il n'y a pas d'accord, effectivement, sur la Chine, ça va être difficile d'avoir un accord entre l'Union européenne et les États-Unis. Donc, on peut douter, mais comme vous, comme les marchés, vous êtes convaincus qu'au final, peut-être pas ce week-end, a priori non, mais dans les prochaines semaines, il y aura un accord, quoi qu'il en soit, qu'on pourra évidemment revoir en disant est-ce que l'économie mondiale et l'économie américaine sont beaucoup plus vulnérables qu'il y a un an. À la même époque, on ouvrait le débat, effectivement, sur la négociation sur le commerce mondial. Et l'économie américaine bénéficiait, en fait, de la réforme fiscale et donc elle pouvait avancer. Aujourd'hui, en fait, on est dans une situation beaucoup plus fragile, dans laquelle de nouveaux épisodes comme cela de guerre commerciale, voire éventuellement cela déborde sur la guerre des devises. Et là, ce serait beaucoup plus vulnérable pour tout le monde et beaucoup plus pénalisant. Donc oui, il faut un accord et tout le monde a besoin de cet accord. On fait un peu de politique fiction. Il se passe quoi donc? Il y a eu les 200 milliards qui sont entrés en vigueur là, cette nuit. Ce week-end, on imagine quoi? Ça négocie, ça avance un peu, mais les Chinois vont riposter pour faire monter la pression aussi. Et après, si on déroule les Chinois ripostent probablement ce week-end avec. Ils ont déjà la liste des produits. Ils l'avaient publié donc en fin d'année dernière. Ils l'ont pas activé puisque les négociations recommençaient donc au premier trimestre. À hauteur de combien? Parce que pour le coup, ils vont vite Alors, être. C'est nettement moins. C'est entre 50 et 60 milliards de dollars. Donc c'est nettement moins. Mais en fait, après, on joue en ciblant des produits qui sont, je dirais, dans des États ou sur des secteurs qui ont un impact politique sur l'économie américaine. Ils sont malins les Chinois évidemment. Et donc alors, il se passe tout le monde joue. Tout le monde joue. Et donc, on peut avoir donc, cette réponse durant le week-end. Et la semaine prochaine, eh bien, une fois que le terrain… Ça ferait tanguer les marchés, ça, pour le coup. Oui, ça va faire… de nouveau, au-delà de la reprise aujourd'hui. Lundi, les marchés à l'ouverture ne seront pas nécessairement très beaux, puisque, surtout s'il ne se passe rien, ou s'il n'y a pas de déclaration, s'il n'y a pas de tweet ce week-end, comme quoi il y a une lettre merveilleuse, comme il l'a mentionné, en provenance des Chinois, eh bien, effectivement… Mais il tweet tout et son contraire, le président américain, donc c'est difficile aussi. Oui, c'est l'art de la négociation, ou l'art du jeu, ou l'art de la guerre. Je ne sais pas à quel niveau on peut le mettre. Donc, la semaine prochaine, on peut très bien avoir, une fois, je dirais, ces préparatifs de guerre mis en place, on peut très bien en dire ou revenir entre Chinois et Américains avec un accord sur le fond et sur lesquels les Chinois accordent les quelques mesures que demandent les Américains. Ouais, ce qui n'est pas le cas pour l'instant, parce qu'en croire à l'administration américaine, confirmée par Reuters, bon nombre d'engagements pris par les Chinois. Il y a une machine arrière sur beaucoup d'engagements. Oui, une machine arrière, mais là, c'est une guerre de communication. Donc, comme personne n'est dans le hall des négociations, je veux dire, on peut utiliser les médias en termes de pouvoir. Et là, M. Trump est très habile. Et les Chinois ont aussi une certaine habileté à utiliser la communication. Mais pour vous, à l'évidence, ça se finira bien cette histoire. Même si derrière, on dit que au-delà de l'accord commercial, il y a une guerre technologique, il y a une guerre de leadership entre les deux qui ne se réglera pas et que finalement, on aura d'autres… C'est une guerre froide économique qui existe entre les États-Unis et la Chine. C'est comme ça, je pense qu'il faut le prendre. Elle est économique, mais il y a d'autres volets qui sont géostratégiques. Il y a des essais, il y a des entraînements militaires en ce moment qui sont faits conjointement avec la Corée et le Japon, en même temps, en ce moment, dans la mer de Chine. On voit qu'il y a aussi d'autres pressions avec la Corée qui redevient sur le devant de la scène. Donc, en fait, c'est une approche globale des États-Unis sur l'Asie et à destination de la Chine. Ça concerne l'économie, et là, c'est l'arme qui est utilisée, mais cela concerne bien sûr le rang de puissance chinoise, aussi bien au sens culturel, géostratégique que économique. Encore une fois, on ne va pas verser dans la sinistrose, mais imaginons qu'au terme du week-end, les tweets n'aillent pas dans le bon sens, qu'on sente qu'on s'éloigne d'un accord, que le week-end n'a pas été pas conclusif, mais il n'y a pas eu d'avancée technique majeure. Les marchés, dans ces cas-là,
vont continuer à décrocher, à consolider? Oui, on peut tanguer encore. Pour l'instant, je dirais la réaction des marchés était relativement modérée. Elle a été bizarre, parce que tout début de la semaine, ça baisse pas trop, puis ça s'accélère au milieu de semaine, et ça se reprend sur la fin de semaine. Oui, parce Le fil, il est assez... Oui, parce que là, les marchés ont évolué au gré des tweets. Donc, des tweets négatifs après le tweet de la lettre merveilleuse qui a été reçue et puis de la négociation. Donc, on voit qu'il y a des hauts et des bas au fil des séances qui sont en fonction de cela. Donc, malheureusement, ça peut continuer. Mais comme on le disait tout à l'heure, l'issue, de toute façon, elle ne peut être que positive. C'est trop coûteux pour l'ensemble des économies et le monde de renouveler une guerre commerciale. Ouais. Sauf que pour le coup, là, on parle encore une fois de nouvelles surtaxes des deux côtés. Chacun, encore une fois, montre ses muscles. Oui, tout à fait, mais cette guerre ne mène à rien, puisque, en définitive, on a vu les exportations chinoises baissent, les exportations américaines baissent, le déficit commercial américain continue d'augmenter. Donc, in fine, je dirais, c'est une politique qui a l'avantage peut-être de renouveler des négociations et de repositionner des grands partenaires. Et la Chine avait besoin certainement de renégocier des accords commerciaux. L'Europe, d'ailleurs, qui ne dit rien en ce moment, mais elle est peut-être aussi, elle a utilisé cette période pour appuyer. Et lors de la visite de M. Xi, il y a eu des remarques sur l'attitude chinoise. Le problème des transferts de propriété et de propriété intellectuelle, de transfert de technologie est un problème qui concerne pas que les États-Unis, mais bien entendu l'Europe. Et l'Europe était très contente d'utiliser en définitive indirectement la négociation américaine. Oui, on sait que le président américain, c'est ce qu'on dit souvent, il a l'œil rivé sur son terminal Bloomberg. À partir de quel niveau de baisse, qu'on ne voit pas vraiment pour l'instant, il va se dire maintenant, bon, je mets un peu d'eau dans mon vin, je vais me calmer, on va trouver un accord? Il y a, je dirais, deux niveaux d'analyse. Le premier niveau d'analyse, c'est qu'en définitive, s'il y a derrière M. Trump des équipes qui sont politiquement quasiment dogmatiques, alors pour eux, effectivement, le coût ou l'avantage politique est toujours supérieur à l'avantage économique ou à la perte économique. Au contraire, après, s'il faut trouver des fonds et sponsoriser la campagne électorale de M. Trump, là, effectivement, la performance de Wall Street devient beaucoup plus importante et je dirais, peut déterminer le nombre de tweets ou la nature des tweets. Donc là, il y a deux niveaux. Il y a un niveau théorique, dogmatique, politique, et c'est toutes les équipes qui sont autour de M. Trump très néoconservateurs, qui ont effectivement une vision très négative en fait à l'égard de la Chine, ou au contraire une vision plus pragmatique qui est de dire on va calmer un petit peu le jeu de façon à trouver quand même des financements pour la campagne électorale. Oui, évidemment, qui s'approche. Certains disent que cette correction sur les marchés, cette petite correction sur les marchés, ce trouble passager, c'était quelque part aussi un prétexte pour que les marchés actions puissent respirer un petit peu, parce que ça avait beaucoup monté. Et que voilà, finalement, c'est bien commode d'avoir ce prétexte-là. Alors, si on se détache effectivement des événements, parce que le timing, le calendrier, on aurait pu éviter ce style de correction ou cette motif de correction, mais c'est vrai qu'une respiration au début du deuxième trimestre, après la forte progression qui vient elle-même après la forte baisse, donc en fait, attention au niveau, mais c'est vrai que les indices américains se portent bien. Derrière cela, on a une profitabilité, on a des entreprises qui délivrent des bénéfices. Et c'est ça qui a permis... mieux qu'attendu d'ailleurs finalement. Mieux qu'attendu, puisque le premier trimestre américain ne sera pas négatif, il sera compris entre 2 et 3%. Ouais. Alors qu'on attendait moins 4, moins 5 au début. Et si on n'a pas de guerre commerciale, eh bien on pourrait même avoir beaucoup plus que le consensus n'attend cette année aux États-Unis, c'est-à-dire 3%, on pourrait très bien avoir entre 5 et 6%. Ouais. Et donc on se dit finalement s'il y avait un accord dans les prochaines semaines, hop, ça repart aussi sec à la hausse, les marchés actions. Alors on va... Parce qu'on pensait que c'était quasiment, tout était à peu près dans les cours jusqu'à... Non, parce que vous allez supporter des valorisations plus élevées. Et si on redonne de la visibilité au commerce mondial, donc tous les éléments que j'ai signalés, en fait, de baisse des carnets de commandes et des secteurs qui sont impactés par les freins qui sont réalisés à l'exportation, ces secteurs-là vont aller mieux. Et l'Europe ira mieux aussi, et l'Allemagne aura moins de contraintes sur ces négociations. Donc on voit bien que d'un élément comme cela, on peut transformer avec un paysage qui redevient un petit peu plus clair, qui redonne de la visibilité, puis après on va retrouver quelques points de croissance. Donc là, ça permettrait d'avoir des bonnes surprises sur les bénéfices et de supporter des valorisations. Mais on n'est pas encore là, Patrice Gautry. Pour l'instant, ça risque de secouer. Votre sentiment, c'est que ça devrait secouer encore la semaine prochaine? Ça peut secouer encore, mais il faut quand même rester investi, parce que ça en vaut la peine. La croissance existe encore, la profitabilité avec des marchés des entreprises. qui sont chers, qui sont comme bien valorisés. Ils sont chers parce qu'il y a de la croissance, et parce qu'il y a des bénéfices, et parce qu'on peut avoir des bonnes surprises. Il faudra toujours des bonnes surprises pour les marchés. On sait que c'est souvent asymétrique. Alors le problème, c'est que les bonnes surprises, les politiques ne nous amènent en général que peu de bonnes surprises, alors que les entreprises nous amènent généralement beaucoup plus de bonnes surprises. Allez, merci de passer nous voir. De passage à Paris, Patrice Gautry, donc chef économiste de l'Union bancaire privée, l'UBP. Merci.